Quel est le prénom de ton papa? Christophe. Et celui de ta maman? Nadia. Est-ce que tu as une carte nationale marocaine? Non. J'aurais presque pu, mais non. Pourquoi t'aurais presque pu? J'aurais presque pu parce que ma mère est marocaine, mais moi, je ne le suis qu'à demi, quoi. Ok, et t'as quoi comme rapport avec le Maroc, du coup? C'est un rapport qui vient de mon grand-père, en fait, qui a toujours vécu à Meknès. Et ma grand-mère a vécu avec lui à Meknès plus d'une dizaine d'années avant de venir en France. Donc, j'ai pas des rapports très proches parce que c'est des origines qu'on n'a jamais vraiment trop explorées parce qu'on n'a pas du tout de contact avec mon grand-père. Mais il reste quand même quelques traditions familiales qui perdurent, comme la nourriture, par exemple. Et t'es déjà allée à Meknès, du coup? Jamais, mais c'est incroyable, c'est la première fois que je viens au Maroc. Donc c'est incroyable, mais c'est l'année où je fais un peu un retour aux sources aussi, même géographiquement parlant. Donc c'était important pour moi de venir et j'aurais aimé rester plus pour pouvoir aller à Meknès justement, mais ce n'est que partie remise. Là, du coup, tu restes combien de temps au Maroc? Je reste jusqu'à lundi, donc c'est assez serré comme emploi du temps. Pour les conférences et le café littéraire, c'est ça? Exactement, ouais. Je fais des conférences avec l'Institut à Casa français et avec un café littéraire aussi au Sofitel. Comment, toi, t'as été connue, on va dire, grâce au compte Instagram Amour Solitaire. Comment ça t'est venu cette idée de ce compte Instagram? En fait, avant de créer Amour Solitaire, je bossais dans une maison d'édition qui s'appelle Des Lettres, qui était spécialisée dans le genre épistolaire. Donc, j'ai passé vraiment 5 ans à travailler sur le genre épistolaire, mais patrimonial. Donc, tous les grands auteurs, autrices, artistes, figures historiques, à aller vraiment fouiller leurs lettres. Et en fait, il y a 5 ans, peut-être même 6 ans maintenant, c'est une époque où je suis tombée très amoureuse et on s'envoyait des beaux messages et j'avais peur de les oublier parce que c'était pas comme à l'époque du papier où je pouvais les ranger dans le tiroir aux choses importantes de ma vie. Donc, je faisais plein de captures d'écran, mais elles finissaient noyées dans le flot de ma pellicule photo. Et comme une grande nostalgique que j'étais, j'avais peur d'oublier parce que ça m'inquiétait que ce soit stocké sur un cloud. Je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, je me suis dit qu'il faudrait que j'ouvre un lieu où je pourrais stocker ma mémoire amoureuse. Et j'ai pensé à Instagram parce qu'à l'époque, c'était vraiment le royaume de l'image. Il y avait très peu de projets écrits et que ça m'intéressait de travestir la plateforme en n'y publiant que des mots. Donc, c'est ainsi qu'est né Amour Solitaire avec à la base que mes messages d'amour de manière anonyme. Donc, personne ne savait qui était derrière le compte et sans imaginer une seule seconde que des gens y contribueraient et que ça deviendrait ce que c'est devenu. Ça a commencé avec tes messages à toi? Tout à fait. Tous les premiers messages, ce sont mes messages à moi, soit que j'ai reçus, soit que j'ai envoyés. Et comment tu as pu créer une communauté? Là, j'ai vu que tu as plus de 800 000 abonnés avec ce compte. Comment les gens ont commencé à t'envoyer leurs textos parce qu'il faut une confiance folle quand même, c'est hyper intime. C'était quoi le déclic au sein de ta communauté, on va dire? À vrai dire, ça reste un mystère pour moi parce que j'ai jamais demandé en fait à ce qu'on m'envoie des messages parce que ça me semblait impossible. Enfin, je n'aurais pas imaginé une seule seconde que des gens voudraient envoyer les trésors de leur intimité à quelqu'un dont ils ignorent l'identité pour qu'en plus ces messages soient diffusés publiquement sur Instagram, même si c'était sous couvert d'anonymat. Et en fait, ça s'est fait très naturellement, c'est-à-dire qu'il y a une première personne qui m'a envoyé son message, une deuxième, une troisième, et en fait, petit à petit, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le projet, c'est d'aller visiter d'autres intimités parce que la mienne allait commencer à être étroite et ça me permettait aussi de pouvoir vraiment travailler sur le genre épistolaire, mais d'un genre nouveau, en fait, justement. Donc, j'avais vraiment une volonté de créer un projet d'archivage global. D'ailleurs, au tout début d'Amour Solitaire, je plaisantais en disant que ça allait devenir les archives nationales de l'amour. Et c'est plus tant que ça une blague, puisque je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai dû recevoir, je sais pas, près de 350 000 messages écrits en français partout au travers du monde. Donc, c'est vraiment les archives francophones de l'amour. Et tu parles de nouveaux genres épistolaires. Est-ce que les textos, pour toi, c'est comme les lettres? Bien sûr, pour moi, c'est juste la lettre qui a évolué avec les nouveaux supports que nous offre la technologie. Et derrière le projet, j'avais aussi une volonté d'arrêter d'être dans une vision très passéiste qu'on a dans la littérature, très nostalgique, justement, de le papier, c'était mieux avant, on écrivait mieux avant, tout était plus beau avant, alors qu'en fait, il se passe des choses merveilleuses aujourd'hui, mais on est dans une telle nostalgie qu'on n'arrive pas à voir vraiment ce qui s'y passe. Et avec Amour Solitaire, j'avais envie de crier fort, en fait, la lettre existe toujours et même on écrit aujourd'hui plus que jamais, en fait. Les SMS, les mails, les discussions instantanées, les applis de rencontre, on ne s'est jamais autant écrit. Et en plus, on écrit bien parce qu'il y avait beaucoup de discours à l'époque qui disaient que l'image avait remplacé le mot, que les jeunes ne savaient plus écrire. Or, c'est faux, en fait. Dès que ça touche à des sujets intimes, n'importe qui devient poète et poétesse et c'est assez magique. Du coup, je t'avais parlé de cette question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui trouvent que c'est
c'est trop fleur bleue, c'est un peu gnangnan. Voilà, qu'est-ce que tu leur réponds? Que ça m'étonne pas d'avoir ce genre de retour parce qu'on vit dans une société qui nous a appris que la vulnérabilité, la sensibilité, c'était des faiblesses et que pleurer, c'était être faible et qu'exprimer ses émotions et ses sentiments, c'était quelque chose ça n'a jamais été quelque chose qui a été valorisé dans la société. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on puisse penser ça. Mais Amour solitaire existe bel et bien pour ça et surtout... c'est pas du tout que fleur bleue parce que ça parle d'amour, mais il y a tellement de manières de parler d'amour et je crois que c'est fleur bleue, mais que ça peut être aussi ironique, ça peut être sexy, ça peut être irrévérencieux, ça peut être nostalgique, ça peut être triste, ça peut être... En fait, il y a tout un panel d'émotions qui est tellement large, qui constitue le champ amoureux et qui se retrouve dans Amour solitaire que j'ai envie de dire, ouais, je sais que c'est fleur bleue, mais c'est pas que ça en fait et au contraire... assumons notre vulnérabilité pour embrasser ce côté fleur bleue peut-être. Et tu parlais aussi tout à l'heure de travestir ce royaume de l'image qu'est Instagram. C'est aussi quelque chose qui est revenu dans un portrait de Libé qui avait été fait sur toi. Donc ça, c'est en mettant des mots au lieu d'images en fait sur ce compte. Est-ce que tu peux un peu développer ouais, bien autour sûr. de ça? C'est plus tant que ça le cas parce qu'aujourd'hui, Instagram a vraiment vu se développer plein de projets qui sont très écrits, notamment des projets militants, beaucoup, des projets littéraires aussi de plus en plus. Mais à l'époque, quand j'ai créé Amour solitaire, il n'y avait que de l'image sur Instagram, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de texte. C'était pas du tout un support qui pouvait être soit militant, soit littéraire. C'était pas encore vraiment arrivé. Et je sais que à l'époque, de poster juste des captures d'écran et de prendre le parti de me dire je ne posterai aucune image, il n'y aura que du texte tout le temps. Bon, j'ai un peu dérogé à la règle maintenant, mais c'est moins exceptionnel que ce que c'était à l'époque. C'était un parti pris fort, en fait, que d'essayer de ramener de la littérature sur une appli qui était délestée de tout mot et de lutter contre l'image pour ne mettre que des mots, bien sûr dans des bulles, mais c'était la seule image que je m'autorisais en réalité. Il y a des comptes Instagram maintenant qui reprennent un peu ce truc ces captures d'écran de texto. Je pense à Tej par texto qui est un peu à l'opposé d'Amour solitaire. Toi, ça te fait rire aussi ce genre de démarche? Oui, bien sûr. Je pense que les SMS appartiennent à tout le monde et qu'il faut que chacun se les approprie. Et je pense que c'est bien aussi de ramener de la légèreté dans tout ça. Donc, je vois ça d'un œil joyeux. Et pour en revenir justement à ça, au fait de mettre des mots au lieu de mettre des images, toi, t'as quand même réussi à avoir une communauté qui est énorme en fait qui est à l'opposé aussi de ce qu'on voit sur Instagram avec les influenceurs qui postent des selfies, leur vie, etc. et qui ont le même nombre d'abonnés que toi. Comment on arrive à égrener, on va dire, un nombre immense de gens autour d'un projet, alors que finalement toi t'es en retrait. C'est plus oui. C'est plus un projet collectif, on va dire. Exactement. Déjà, il faut savoir que je suis toujours en retard par rapport au projet, c'est-à-dire qu'il grandit plus vite que ce que moi je l'imagine et qu'il n'y a aucune stratégie, c'est-à-dire que je suis toujours en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est devenu, et je me dis putain, il faut vite que je cours pour que ce soit à la hauteur de tous les gens qui y participent, de tous les gens qui y contribuent. Enfin, pour te dire, à l'époque, j'ai cru que je m'étais fait pirater tellement j'étais surprise du premier boom qu'a eu Amour solitaire. C'était impressionnant, en fait. Je sais pas, je ne sais même pas, mais j'ai dû passer, je sais pas, de 7 000 abonnés à 30 000 abonnés en quelques jours. Wow. Et tout est allé très vite. Et moi, j'étais vraiment spectatrice de ça. Et je peux te dire que je me sentais très seule derrière mon écran. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de stratégie de ma part, surtout que c'était pas du tout un projet qui se voulait devenir aussi grand, c'était pas du tout un projet que je voulais professionnel. Et d'ailleurs, c'était un projet qui était très désincarné, puisqu'on n'a pas su pendant très longtemps qui était derrière. Je l'ai dit seulement quand le premier livre est sorti, parce que je faisais de la promo et tout ça. Et donc, bon, au fur et à mesure, je l'ai incarné parce que cette froideur me ressemblait pas trop. Donc, ça s'est fait naturellement. Mais je pense, en fait, simplement pour avoir un peu essayé d'analyser le phénomène Amour solitaire, comme on dit dans la presse, que ça repose sur une contradiction qui est très simple mais très belle et réconfortante, c'est que c'est tellement intime que ça devient universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un message qui a été échangé par seulement 2 personnes et qui font partie des choses très intimes qu'on écrit, qu'on se dit personne pourrait comprendre, c'est beaucoup trop intime. En fait, aujourd'hui, ça a le pouvoir de toucher, de parler 800 000 autres personnes. Et ça ne veut pas dire qu'on vit toutes et tous les mêmes choses, mais juste, je crois
qu'on se retrouve dans les émotions des unes et des autres et qu'il y a quelque chose de rassurant. Et je pense honnêtement que le succès d'Amour solitaire, c'est ça, c'est cette contradiction intime versus universelle et qui fonctionne, quoi. Je pense, en tout cas. Et est-ce que c'est de l'influence ? Parce que aujourd'hui, quand on a une grosse communauté sur les réseaux sociaux, bon, c'est tout de suite, on va dire, mis en parallèle avec peut-être les influenceurs ou les influenceuses. Est-ce que toi, je sais pas, on t'a proposé de la pub ? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu vas ou tu aimerais aller ? Alors en fait, moi, le terme d'influence, je le prends pas du tout pour ce que ça signifie d'un point de vue marketing, mais plus de ce que ça signifie dans le langage courant. Et si si Amour solitaire peut avoir la possibilité d'influencer, comme on le dit, 800 000 personnes à exprimer leurs émotions, à lire plus, à écrire plus, à aller vers une écriture qui est thérapeutique, à vraiment arriver à s'exprimer aux gens qui les entourent. Ouais, j'ai trop envie d'être influenceuse, vraiment. Si on peut prendre le terme dans ce sens-là, vraiment. Après, je vois plus Amour solitaire comme c'est bizarre de parler d'amour solitaire comme si c'était une personne, mais comme un acteur culturel plutôt que comme de l'influence. Mais si dans le fait d'agir pour la culture, il y a quelque chose qui influence les gens et qui les impacte d'un point de vue personnel et d'un point de vue plus large sociétal, avec plaisir. Tu as écrit aussi, entre autres, un livre sur les secrets. Oui. Donc il y a Amour solitaire, là tu touches au secret, enfin tu touches beaucoup aux questions liées à l'intime. C'est des choses dont on a vraiment du mal à parler. Les secrets encore plus que l'amour, parce que ça ne regarde finalement que la personne qui a ce secret. Qu'est-ce qui te fascine là-dedans ? Je crois que ce qui me fascinait dans Amour solitaire, c'était la peur d'oublier. C'était vraiment ça. C'était la volonté de toujours me souvenir et qui a contaminé en fait des centaines de milliers de personnes qui ont eu peur, elles aussi, d'oublier, qui ont eu envie de participer comme ça à un projet d'archivage pour ne jamais oublier ce qui a compté pour elles. Je crois que ce qui m'a animée pour les secrets, c'est que je pense que j'arrivais à un moment avec Amour solitaire où c'est pas que j'avais fait le tour de la question amoureuse, mais j'avais récolté suffisamment de données, de contenu. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant avec Amour solitaire, c'est de faire évaluer ce corpus par tout un tas de spécialistes, des sociologues, des psychologues, des linguistes, tu vois, pour en tirer vraiment la chair et voir comment on dit l'amour aussi d'année en année, parce que je pense qu'il y a une approche aussi très sociétale et très politique. Enfin, je vois, par exemple, avec ce qui s'est passé avec le Covid, on n'avait plus la même manière d'écrire l'amour. Et j'espère que dans 5 ans, Amour solitaire existera encore, ce qui fait que ça aura vécu 10 ans et qu'on pourra vraiment analyser année après année comment tous les changements sociétaux ont impacté l'amour. Mais bref, je digresse grave. Et en fait, après avoir fait le tour de la question amoureuse, c'est très naturellement en fait que je me suis tournée vers la question du secret, presque sans réfléchir. Mais moi, c'est souvent la manière que j'ai de travailler. C'est après que j'essaie d'évaluer et d'analyser pourquoi les choses m'ont intéressée. Donc, les secrets, j'ai vraiment fait une story sans trop réfléchir. Confiez-moi un secret parce que je m'ennuyais dans le train. Je pensais qu'on allait me raconter des ragots ou des potins. Et en fait, je suis montée à bord des montagnes émotionnelles de ma vie pendant 3h30 où en fait, on m'a confié des centaines, des milliers de secrets qui étaient des vrais secrets. Et donc là, je me suis dit, OK, je tiens quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et donc, comme tout dans ma vie, quand je sais pas quoi faire, j'archive. Donc, j'ai archivé, j'ai catégorisé et tout ça. Et je pense que les secrets, si ça m'intéresse autant, c'est que... Mais c'est Amour solitaire aussi, c'est que je pense qu'enfant, j'ai été beaucoup privée de la parole et de la communication. J'ai grandi dans une famille très pudique, on se disait pas beaucoup les choses, on se disait pas je t'aime. Je pense qu'Amour solitaire, c'est un équilibrage parfait pour moi. Et les secrets, en fait, c'est la même chose, c'est que... ma grand-mère a mis 80 ans à nous expliquer son histoire et elle nous l'a expliqué seulement parce que j'ai fait toute cette enquête sur le secret et que j'ai enquêté dans ma propre famille et qu'en fait, je voyais bien que je trimballais des fardeaux qui n'étaient pas les miens. Au plus j'enquêtais sur le secret, au plus je comprenais qu'il y avait des zones chez moi qui étaient liées à ma famille, des choses qui traversaient les générations, des silences qui n'avaient jamais été rompus. Et donc, je pense que si la question de l'intime m'intéresse autant, c'est que c'est la question du langage, en fait, qui m'intéresse beaucoup. La question du bruit, du silence, de dire les choses, c'est ça qui m'intéresse. Je pense dire les choses, que ce soit des secrets, que ce soit de l'amour, que ce soit des émotions, c'est le fait de parler, en fait. Et pour justement, ces secrets, donc tu dis que tu as enquêté auprès de ta famille aussi, enquêté sur toi. Est-ce que c'est difficile, enfin, c'est plus dur
Parce qu'on se dit souvent que c'est peut-être plus dur avec des inconnus parce qu'ils vont moins s'ouvrir, parce qu'on les connaît pas. Pour toi, est-ce que ça a été plus dur du coup avec ta famille? Mais bien sûr, ça a été le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie, je pense. Avec des inconnus, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup moins d'enjeux émotionnels. Et ce qu'ils vont nous dévoiler, on sait que ça ne va pas nous toucher ou ça n'a pas fait partie de notre vie. Donc, il y a tout de suite une distance qui se met, même s'il y avait bien sûr beaucoup d'empathie et tout ça. Mais c'est très particulier en fait. C'est-à-dire que j'ai appelé des gens, on ne s'était jamais parlé, et je les appelle en leur disant « Coucou, alors vas-y, raconte-moi la chose la plus intime de ta vie. On a toutes les heures que tu veux devant toi, tu me racontes tout ce que tu veux, il n'y a aucun jugement. » C'est quand même très particulier de ne connaître absolument personne, et la première conversation que tu as, c'est tout de suite, je vais te dire, la plus intime qui soit. J'ai dû faire ça pendant 2 ans avec des inconnus pour me dire « Je suis peut-être prête à le faire avec ma famille. » Mais je peux te dire que quand j'ai pris le train pour y aller, je me disais, mais tu es folle de faire ça. C'est-à-dire que ma famille, on ne parle jamais de choses importantes, de choses profondes. On a une pudeur, mais que je n'ai avec personne d'autre, tu vois. On est toujours très en surface, très superficiel. On parle de la pluie, du beau temps, si je mange correctement à Paris, c'est tout, tu vois. Et là, j'y allais pour aller remuer des choses qui étaient douloureuses. Ouvrir des champs de parole qui n'avaient jamais été ouverts jusque-là, qui, je savais, auraient des répercussions sur moi, mais auraient des répercussions sur chaque membre de ma famille. Donc, c'était aussi une responsabilité que de se dire, moi, je suis prête à savoir, mais est-ce que ma mère l'est? Je sais pas. Est-ce que ma tante l'est? Je sais pas. Et en fait, franchement, c'était impressionnant de le faire, d'aller chez ma grand-mère que j'avais pas vue depuis des années, de pas savoir comment lancer la conversation, d'ensuite tout raconter à ma mère. Et en fait, c'était 2 semaines vraiment très intenses, mais qui ont été très libératrices, mais pas sur le court terme. Parce que sur le court terme, c'est tellement remuant que tu sais pas. Et en fait, au fur et à mesure, je sens qu'on a dénoué énormément de choses, que nos relations ont changé, qu'on s'est rapprochés, et surtout qu'on comprend plus de choses. Enfin, moi, il y a plein de choses que je comprends sur moi maintenant. Mais c'était très dur. Rien à voir avec le fait de le faire avec des inconnus. Et ce qui a été plus dur encore, c'était de leur faire lire avant la sortie. Ah, c'était comment ? Quand tu passes d'un truc où tu es d'une pudeur extrême avec ta famille, un truc où tu leur dis, voilà, je vous livre tout dans un livre. C'est-à-dire que pour en arriver à l'enquête dans ma famille, moi, j'ai beaucoup écrit sur des moments dans mon enfance où on me demandait de pas écouter, où on me disait, tu sauras quand tu seras grande, et ce que ça m'avait fait. Donc, je leur livrais beaucoup de choses où j'avais peur même que ça leur fasse de la peine, tu vois. Mais tout s'est très bien passé et heureusement, tout a été fait dans l'amour et la bienveillance. Et il y a des choses dont j'ai pas parlé aussi dans le livre parce que les personnes concernées n'en avaient pas envie. Donc, on a fait tout ensemble et c'était très joli. Mais j'ai fait 10 ans de thérapie en quelques mois, quoi. Peu de temps. Ça a l'air lourd, du coup. Est-ce que toi, tu travailles quand même beaucoup avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu as vu une évolution de notre rapport à l'amour ? Enfin, tu parlais tout à l'heure de voir ce que serait Amour solitaire en 10 ans. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux voir un changement dans notre rapport à l'amour ? J'ai l'impression que oui. En 5 ans déjà, il y a une désillusion, j'ai l'impression. Beaucoup. C'est triste. Ouais, c'est triste. Je suis désolée, je dis la vérité, mais oui. Je sens qu'il y a quand même une désillusion du couple, déjà. Je sens qu'il y a beaucoup moins de croyances dans le couple. Donc, il y a un essai d'autres formes d'amour, d'autres formes de s'aimer en étant libre, pas libre, exclusif, semi-exclusif, etc. Mais la croyance dans le couple, elle est très faible. Et je crois qu'il y a un peu je sais pas si c'est lié au Covid et au fait que la société tombe complètement en ruine et que du coup, il y a un peu une urgence de vivre. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réticence à l'engagement et plutôt un truc très léger de vouloir profiter un maximum, voir le plus de personnes possible, sans vraiment donner son engagement à quelqu'un comme si tout allait s'arrêter demain. Je sens vraiment ça, en fait. Depuis le Covid ou j'ai l'impression ou avant ? Non, j'ai l'impression que le Covid, ça a marqué quelque chose. Comme une urgence un peu de vivre, mais qui évolue comme quelque chose où on a du mal à se contenter finalement de ce qu'on a et que c'est un peu une course perpétuelle à quelque chose de plus qu'on trouve pas forcément et qui amène vers une désillusion. J'ai l'impression en tout cas de voir un peu cette tendance et beaucoup de mélancolie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est impressionnant le nombre de messages que je reçois après que les histoires soient finies. Donc, il faut vivre les choses quand elles sont sur le moment et parler quand on les ressent encore. C'est trop important. Mélancolie ou regret ? Regret aussi. Mélancolie et regret, vraiment, ouais.
C'est fou les mots d'amour qui sont dits qu'une fois que l'amour est fini. Et tu penses qu'on reste toujours un peu dans le passé ? J'ai l'impression, en tout cas. Après, attention, si je peux contrebalancer quand même, ça reste le moteur premier à tout, l'amour. Je sens que c'est ce qui nous anime toutes et tous, et je recevrais pas autant de messages chaque jour si c'était pas le centre de la vie de beaucoup de personnes. Donc, on continue à y croire, mais il y a beaucoup de choses qui bougent, j'ai l'impression. Et notamment dans les échanges comme les sextos et tout ça, c'est super parce que je vois beaucoup plus de choses qui arrivent dans ce champ qui est de l'ordre du consentement, de l'égalité, tout ça. Donc, ça, c'est super aussi de voir que la vague MeToo, par exemple, a eu des effets vraiment positifs sur les échanges amoureux. J'ai plein de couples aussi qui s'envoient des messages et qui essaient de réfléchir, je sais pas, à la répartition des tâches, à comment s'aimer mieux, comment s'aimer plus sainement. Je vois de plus en plus parler de thérapie dans les messages d'amour. Donc voilà. Même chez les jeunes ? Franchement, oui. Après, j'ai pas les âges précis des personnes qui m'envoient leurs messages, mais en tout cas, je sens un impact positif aux changements sociétaux qui viennent contrebalancer avec cette peur que tout s'arrête demain tout le temps. Tu parlais de désillusion tout à l'heure. C'est vrai que nous, on est quoi ? On est des millennials, donc la Gen Z. Bref, ils sont beaucoup moins investis dans l'amour. Ils prônent beaucoup le célibat, enfin comme tu as dit, le polyamour, etc. Est-ce que cette désillusion, on a dit tout à l'heure, oui, que c'était un petit peu triste. Est-ce que c'est inquiétant aussi ? En fait, je suis mitigée sur cette question parce qu'en même temps, je ressens qu'il y a cette désillusion très forte, mais en même temps, ce que les gens s'écrivent, c'est si beau en fait que ils y croient. Je pense que c'est des discours beaucoup de surface et de peur. Je pense qu'on vit juste à des moments et dans des sociétés qui sont effrayantes et je pense que ça vient de là, honnêtement, parce que je sens que le brut de l'émotion, il est là, le brut des sentiments, il est là. Mais oui, c'est un peu... je sais pas si c'est effrayant. Je pense juste que les choses changent et qu'il faut savoir s'adapter, s'y habituer, et que ça vient remettre aussi sur le devant de la scène des questions qui sont légitimes, comme personne n'appartient à personne. Nous sommes tous propriétaires, mais nos corps nous appartiennent. On a le droit d'en faire ce qu'on veut. Et même les questions, par exemple, sur la fidélité, l'engagement, l'exclusivité, c'est des questions que je trouve saines. Donc juste, je pense qu'il faut accepter que les choses sont en train de changer et que c'est pour ça aussi qu'on a besoin de nouveaux modèles et de nouvelles représentations. Et c'est ce que j'espère qu'Amour solitaire est en train de jouer, en fait, vraiment, de pouvoir avoir des nouvelles représentations de l'amour qui sont loin. Enfin, moi, j'ai grandi avec Dirty Dancing et Grease, tu vois. Donc, j'ai appris à baver devant les mecs, les bad boys qui te font trop du mal, tu vois, je trouve ça hyper sexy et tout ça. Même moi, tu vois, j'ai tellement de choses encore à déconstruire. Donc, je pense que c'est aussi à ce niveau-là que c'est important que des projets comme Amour solitaire puissent exister pour montrer des nouvelles choses, en fait. Voilà, donc là, les bad boys, tout ça... Johnny. Justement, je voulais te poser une question là-dessus parce que voilà, on a beaucoup parlé de la puissance des mots. Ça peut être libérateur, ça peut faire pleurer, mais est-ce que c'est pas aussi un outil ? Est-ce que ça peut pas aussi être un outil de manipulation ? Bien sûr. Est-ce que tu reçois des messages où tu te dis il est quand même un peu en train de l'embobiner. Bien sûr, tout le temps. Ben, c'est ça la grande puissance et la grande infortune des mots, si j'ai envie de dire. C'est qu'on peut les utiliser soit à bon escient, soit à mauvais escient. Moi, il y a plein de messages où je me dis... je suis pas sûre de ça. Où tu sens vraiment du chantage affectif, de la manipulation, de la culpabilisation. Bien sûr, énormément. Il y a plein. Et d'ailleurs, il y a des messages que j'ai dépubliés, que j'avais publiés au début sur Amour solitaire, qui en fait, avec le recul, que je trouve très toxique. Mais tu vois, aussi, moi, j'évolue en même temps que tout ça. Ma pensée aussi se politise, donc j'arrive mieux à lire entre les lignes. Mais bien sûr, il y a plein de messages que je trouve très problématiques, que je ne publie plus du tout maintenant. Mais je fais très attention à ça, à publier des choses avec lesquelles je suis parfaitement en accord, en tout cas. Et du coup, est-ce que ça devient un peu politique aussi, toutes ces questions, que ce soit l'amour, l'intimité ? Bien sûr. Je pense que vraiment l'amour est une question très politique et que c'est un laboratoire de ce qui se passe dans la société.
quand on est dans un couple, par exemple, la manière qu'on va avoir de vivre l'amour, je trouve que c'est vraiment un laboratoire de comment on va se comporter ensuite dans la société. Il y a tellement de questions, en fait, qui sont jouées dans l'intime, même dans la sexualité. Enfin, c'est impressionnant. Donc oui, et c'est quelque chose dont j'ai pris conscience qu'après qu'Amour solitaire explose et tout ça. Moi, j'étais dans un truc, c'est trop beau, c'est très poétique, c'est très littéraire, c'est un nouveau genre littéraire. Et en fait, petit à petit, aussi avec les retours que me faisaient les gens, que je voyais en fait l'effet que ça avait sur leur vie. Déjà, tu te dis, je peux pas faire n'importe quoi. Et surtout, tu te rends compte que c'est politique en fait. Et que c'est politique à un stade où, par exemple... il y a quelques années encore, quand des femmes étaient tuées par leur conjoint, on disait que c'était un crime passionnel. Ouais. Mais là, tu vois toute l'essence du fait que l'amour est politique. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que l'amour, ça te fait tellement perdre la tête que parfois, mince, ça fait perdre la vie aussi. Mais tu comprends, l'amour, on perd ses moyens, donc on n'est pas vraiment responsable. Et juste cet exemple nous fait comprendre à quel point c'est politique, en fait, et que c'est hyper important de définir ce qu'est l'amour, de définir ce qu'est aimer sainement, parce qu'en fait, ça peut en arriver à des drames pareils. Donc, c'est hyper important. C'est politique, bien sûr. Comme le secret l'est, parce que le silence l'est aussi. Est-ce que ça aide d'en parler, justement, de définir l'amour, d'en parler? Est-ce que ça peut aider à avoir une réflexion plus saine et éviter des drames? Enfin, en tout cas, faire prendre conscience de certaines choses aux gens. Bien sûr, je pense que c'est un sujet qui doit être discuté de manière constante, permanente, de se demander si on agit bien, si la personne avec qui on relationne agit bien avec nous, de savoir définir ce dont on a envie, de savoir poser ses limites. Je pense que c'est des conversations qu'on doit avoir vraiment très régulièrement, qui sont hyper importantes. Et d'ailleurs, quel que soit notre niveau de politisation, enfin, je veux dire, moi, il y a plein de choses que je vais défendre publiquement et tout ça, que j'ai du mal à adopter dans ma vie intime, parce que ça demande... Je pense qu'on est en train de déconstruire beaucoup de choses en ce moment et qu'on les déconstruit intellectuellement, mais que le temps que ça agisse vraiment dans nos vies, dans nos manières, dans nos pratiques et tout ça, ça va prendre du temps. Donc, je pense que c'est très important d'en parler, de détricoter tout ça, de conscientiser les choses, d'échanger. Je pense que c'est un laboratoire aussi et qu'il faut en parler le plus possible. Au Maroc, par exemple, on est dans une société qui est très pudique. On parle pas de ses sentiments, ou peu. Je faisais justement un podcast récemment sur les masculinités toxiques, où les hommes, par exemple, sont très on dit ici kun rajal, tu vois, soit un homme. Donc c'est très compliqué de parler de sentiments, enfin d'en parler tout court. Je sais pas si tu as déjà réfléchi à comment en parler quand il y a cette pudeur aussi ancrée dans la société. C'est hyper intéressant comme question, parce que je pense qu'à moindre échelle, c'est ce que j'ai vécu dans ma famille, en fait, quand j'ai essayé d'enquêter. Parce que cette pudeur dont tu parles, qui est très forte, moi, elle est dans ma famille. Et d'ailleurs, dans ma vie entière, avec mes amours, mes amis, je ne suis pas du tout quelqu'un de pudique. Mais dès que je reviens à la maison, dans le foyer familial, tout de suite, même moi, je change. J'arrive pas à parler, j'arrive pas à dire ce que je ressens. Ma mère, je ne lui dis jamais je t'aime, par exemple. Alors que je suis là sur les réseaux, dites je t'aime et tout, alors qu'à ma propre mère, qui est la personne que j'aime le plus au monde, je n'y arrive pas. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est un héritage aussi culturel, tu vois, de ma grand-mère aussi, qui a grandi au Maroc, qui n'a jamais entendu ces mots et tout ça, et qui l'a transmis à ma mère qui me l'a transmis. Enfin, il y a plein de choses qui traversent les générations. Je sais pas, du coup. Je trouve que c'est une question qui est très importante et très intéressante, et je crois qu'il faut juste arriver à trouver des mini-cocons, déjà, où on y arrive avant de le faire à plus large échelle, mais juste, en fait, le fait de le conscientiser, le fait d'en parler, de dire qu'il y a beaucoup de pudeur qui existe au Maroc, le fait d'en parler entre soi, déjà de la pudeur, je trouve que c'est déjà de dire déjà une déclaration d'amour, ou du moins de dire qu'on aimerait dire plus de choses que ça. C'est quoi tes projets, du coup, après là, tu sors un livre? Là, j'ai sorti un recueil de poésie, Quels sont tes projets? Eh bien, savourer la sortie de ce dernier livre, qui est un livre un peu important dans ma vie et même dans ma carrière d'autrice, parce que enfin, je suis toute seule dans un livre. Ce ne sont que mes poèmes, et c'est très important pour moi. Et ça vient clôturer, en plus, un cycle d'années vraiment de manière très symbolique. Donc, savourer tout ça, vraiment. Et les projets à venir, un peu me laisser porter par Amour solitaire, mais j'ai vraiment envie qu'Amour solitaire existe dans plusieurs langues, dans plusieurs pays. J'ai envie de savoir comment on écrit l'amour aussi ailleurs qu'en France et autrement qu'en français, et de travailler vraiment sur ce projet d'archivage de manière
plus ample en tout cas. J'ai lu, je pense que c'était dans le portrait de Libé, qu'un des premiers romans qui t'avait marqué, c'est Le ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras. C'est aussi mon livre préféré. C'est vrai, génial. Il est incroyable. Il m'a buté. Incroyable. Mais du coup, une de tes réponses m'a fait penser à ça. Quand tu dis qu'il faut absolument garder toujours le moment. C'est un peu le cas de. Elle en devient obsessionnelle. Voilà, c'est le thème de ce bouquin. Est-ce que ça a un lien avec est-ce que ça a été un déclic, ce livre? Ah, c'est trop intéressant, je l'avais jamais vu comme ça. Waouh, tu viens de tirer un fil intense là pour moi. Alors oui, ce livre, il a été un déclic, mais je ne l'avais jamais relié à ce que je faisais sur Amour solitaire. Mais c'est hyper intéressant du coup. C'est vrai que c'est une obsessionnelle de la mémoire, vraiment, une obsessionnelle. D'un moment. D'une nuit. D'un moment très précis qu'elle veut revivre à l'infini, ne pas laisser s'échapper, ne pas laisser s'enfuir. Wow, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça avec les avec les captures d'écran. Non, mais qu'on les tous. Mais est-ce qu'on l'est pas tous? Si, nous sommes un peu tous des Lolvestein, je pense. Dans le fait de prendre de vouloir garder toujours ces messages. Tu as raison. Peut-être de les relire, de s'en rappeler des années après. Peut-être pas de manière aussi obsessionnelle qu'elle, mais. Je ne le souhaite pas. Mais ça m'a. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Écoute, c'est hyper pertinent. Je pense que je vais avoir besoin d'y réfléchir un peu. On en reparle si tu veux, mais je pense que c'est un très bon fil à tirer. Ok, écoute, merci beaucoup, Marianne. Merci à toi, avec plaisir. On reste sur cette ouverture. Très bien pensé. Merci.